Le 23 octobre 1956, des centaines de milliers de Hongrois manifestent pacifiquement contre le gouvernement en place. Cette manifestation se transforme rapidement en une révolte complète de la Hongrie contre le gouvernement pro-soviétique. Pour mieux comprendre les causes de cet événement, il faut revenir en arrière et s'intéresser à l'histoire mouvementée de la Hongrie au cours de la première moitié du XXe siècle. Avant 1918, la Hongrie faisait partie du puissant empire d'Autriche-Hongrie. Cependant, après l'assassinat de son archiduc François-Ferdinand en 1914, l'empire entra en guerre contre la Serbie et les pays de la Triple Entente aux côtés de l'Allemagne et de l'Italie. À la défaite de l'Empire en 1918, celui-ci est scindé en deux et voit son territoire être considérablement réduit. Une démocratie est alors mise en place dans le pays, mais pas pour longtemps car à peine un mois plus tard, elle est renversée par les communistes dirigés par Béla Kun. Et ce gouvernement, comme le précédent, est rapidement renversé après la guerre hongaro-roumaine de 1919. L'amiral Miklos Horthy arrive alors à être nommé régent de Hongrie et instaure un régime autoritaire proche du fascisme italien. Durant cette période, les communistes magyars seront persécutés, ils finiront en prison ou fuiront en URSS. À partir des années 30, la Hongrie se rapprocha de l'Allemagne nazie, ce qui lui permettra de reprendre certains territoires perdus en 1920 lors du traité de Trianon. L'amiral Horthy rejoint officiellement l'Axe en 1941 et ses troupes prennent part à l'invasion de l'URSS. Cependant, voyant la défaite arriver, le gouvernement magyar essaie de signer une paix séparée avec l'URSS. Hitler apprenant cela, il décide d'envahir le pays et remplace Miklos Horthy par un membre des Croix Fléchées, le parti fasciste italien. Après de violents combats, l'Union soviétique parvint finalement à battre les troupes de l'Axe et commença à occuper la Hongrie. L'occupation fut très violente, énormément de femmes furent violées par les soldats de l'armée rouge et le vol des biens hongrois était monnaie courante. En effet, contrairement aux autres pays d'Europe de l'Est, la Hongrie avait combattu les Russes aux côtés d'Hitler. Les Hongrois étaient donc considérés comme des ennemis. Malgré cela, et contre toute attente, l'URSS autorisa la tenue d'élections démocratiques qui amènera à la mise en place d'un gouvernement de coalition en 1945. Cependant, cette démocratie fut de courte durée. En effet, le Parti communiste hongrois, aidé par l'AVH, la police politique communiste hongroise, écarta tous les opposants. La République populaire de Hongrie fut donc proclamée en 1949 et Matyas Rákosi fut nommé premier secrétaire du parti et Premier ministre. Pendant plus de 4 ans, Rákosi appliqua une politique de terreur en Hongrie qu'il calquait sur celle de Staline en URSS. Comme le petit père des peuples l'avait fait avant lui, il organisa de grandes purges prétendant voir éliminer les ennemis de la nation. La VH arrêta, tortura et exécuta des milliers de personnes, dont des anciens membres du Parti communiste et des hauts représentants de l'Église. Toute forme d'opposition était interdite, les gens vivaient dans la peur constante d'être arrêtés et de se retrouver au fond d'une geôle face à un interrogateur de la VH. Durant cette période, la Hongrie devint une des pires dictatures d'Europe, qui n'avait rien à envier à l'URSS de Staline. Sur le plan économique, la Hongrie souffrait. En plus des réparations de guerre exorbitantes que le pays devait verser à l'URSS à cause de la Seconde Guerre mondiale, l'Union soviétique contrôlait une grande partie de ses ressources naturelles comme l'uranium ou le pétrole, sans que cela ne profite au peuple magyar. De plus, tout comme l'avait fait Staline en Union soviétique, le gouvernement en place lança de grandes réformes de l'agriculture et de l'industrie qui se révéleront être désastreuses. Le niveau de vie des ouvriers et des paysans hongrois a donc beaucoup baissé sous le régime de Rákosi, malgré que les classes populaires soient censées être les priorités d'un régime communiste. La mort de Joseph Staline en 1957 changea tout. Nikita Khrouchtchev, son successeur, entama une période de déstalinisation. Les actions du petit père des peuples commencèrent à être critiquées, le parti communiste se libéralisa quelque peu. Dans ce contexte, l'Union soviétique ne pouvait plus accepter que tout le pouvoir en Hongrie soit détenu par une seule personne, qui était en plus un stalinien invétéré. Rákosi fut donc remercié de son poste de Premier ministre et fut remplacé par le communiste réformateur Irmé Nagy. Irmé Nagy était un des rares hommes politiques communistes hongrois à être apprécié par la population. Il devait sa popularité à plusieurs réformes agraires mises en place lors de son mandat de ministre de l'Agriculture sous le gouvernement de coalition en 1946. Le nouveau Premier ministre tenta d'appliquer une série de réformes du communisme hongrois, mais Rákosi, qui était resté chef du parti, s'opposait farouchement à tout projet de loi un peu progressiste. Après seulement 2 ans de mandat, Moscou changea finalement d'avis, Irmé Nagy dut démissionner et fut exclu du parti communiste. En 1955, la Hongrie rejoint le pacte de Varsovie. Pour rappel, ce pacte est une alliance militaire semblable à l'OTAN, composée de l'URSS et de ses États satellites. La décision enterra définitivement l'espoir qu'avait la population de voir les troupes russes quitter la Hongrie. Un an plus tard, la déstalinisation atteint son apogée lorsque Khrouchtchev prononce son fameux discours secret au 20e congrès du parti. Il réhabilite beaucoup de prisonniers politiques et critique violemment la politique mise en place par son prédécesseur. Suite à cela, le stalinien Rákosi fut définitivement écarté du pouvoir et remplacé par son ancien bras droit, Erno Gerő. Suite au départ de Rákosi, les arrestations menées par l'AVH se réduisirent et plusieurs victimes des purges furent réhabilitées. La censure fut également réduite et on pouvait voir des groupes d'étudiants, d'artistes ou d'intellectuels se réunir dans des cercles pétefis pour discuter de la politique hongroise. Une telle chose aurait été inenvisageable quelques années auparavant. La colère des Magyars envers le gouvernement remplaçait peu à peu la peur dans la population. À partir du 16 octobre, les étudiants hongrois ignorèrent les rassemblements de la DIS, l'association communiste officielle, et vont créer leur propre association estudiantine dans l'illégalité. 6 jours plus tard, lors d'une assemblée étudiante, les élèves de l'université polytechnique et économique de Budapest établirent une liste de 16 points pour réformer la politique hongroise. Les étudiants y exigeaient notamment le départ des troupes russes ou la tenue d'élections démocratiques. Ce document devint le manifeste de la révolution hongroise.
Suite à cela, les étudiants décidèrent de se joindre à une manifestation prévue le lendemain en soutien aux ouvriers polonais. En effet, quelques semaines auparavant, de nombreux ouvriers polonais se révoltèrent à Potsdam. Ces révoltes permirent au pays d'obtenir le retrait des troupes russes et une plus grande indépendance par rapport à l'URSS. Au matin du 23 octobre, la manifestation débuta au pied de la statue de Joseph Bem, un héros national polonais. Ernő Gerő tenta d'abord d'interdire la manifestation, mais au vu de la faiblesse du dispositif policier et du nombre de manifestants, il changea finalement d'avis. Plusieurs centaines de milliers de personnes défilaient dans les rues, mais la manifestation restait pacifique. Sur le chemin vers le Parlement, les Russes criaient Russik Haza, donc russe dehors en hongrois. Une personne dans la foule suivit d'un drapeau hongrois et y découpa les armoiries communistes. Ce drapeau devient rapidement le symbole de la révolution. En parallèle de la foule présente devant le Parlement, plusieurs milliers de personnes se massèrent devant le bâtiment de Radio Budapest, exigeant de faire diffuser les 16 points sur les ondes. Cependant, à 21h, Ernő Gerő prononça un discours à la radio où il accusait les manifestants de semer le trouble. Cette allocution très provocatrice fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. L'ambiance à la radio de Budapest était très tendue et ce fut un officier de l'AVH qui tira le premier dans la foule, en tuant 2 étudiants. Des renforts de l'armée hongroise furent rapidement envoyés, mais ceux-là refusèrent de tirer sur leurs compatriotes, et plusieurs d'entre eux rejoignirent même le camp des rebelles. Le chef de la police de Budapest, Sándor Kopácsi, ouvrit le magasin d'armes de la police aux manifestants. Au même moment, sur la place du Parlement, plus de 200 000 personnes étaient présentes. Beaucoup d'entre elles voulaient un discours d'Irmé Nagy, qui était resté très populaire. Celui-ci arriva vers 21h45 et prononça un discours. Le discours était plutôt médiocre et ne parvint pas à calmer la population, c'est même tout le contraire. En effet, Irmé Nagy n'avait pas l'air de saisir l'ampleur du mécontentement. Il se montrait comme un communiste réformateur alors que la foule ne voulait plus de communisme du tout. En parallèle de cet événement, une foule de plus de 100 000 personnes se rassembla sur la place des Héros, au nord-est de Budapest. Sur cette place se trouvait une immense statue de Joseph Staline en bronze de 10 mètres de haut. La foule en colère décida de renverser la statue qui était un symbole de l'oppression des Hongrois. Aujourd'hui, il ne reste plus que le socle et les pieds de la statue qui sont encore visibles, comme beaucoup d'autres monuments communistes, au Memento Park en périphérie de Budapest. La révolte se propagea dans tout Budapest au cours de la nuit. La plupart des dépôts de munitions de la capitale furent capturés et le bâtiment de Radio Budapest tomba finalement. Dans la nuit du 23 au 24 octobre, Khrouchtchev, qui avait été mis au courant de la situation critique de Budapest, prit 2 décisions importantes. Premièrement, il remit Irmé Nagy à son poste de Premier ministre dans l'espoir de calmer les foules, et deuxièmement, il décida d'envoyer des troupes à Budapest afin de maintenir le calme dans la ville après qu'Ernő Gerő lui ait demandé. Les troupes soviétiques arrivèrent donc dans la capitale tôt le matin. Elles étaient composées de près de 6 000 hommes et 700 chars, principalement de vieux T-34-85. Les troupes s'attendaient à peu de résistance et pensaient mener une simple opération de police. Cependant, cela tourna très vite à la guérilla. Même si l'armée rouge n'a eu aucun mal à contrôler les grands carrefours et les ponts, les chars étaient beaucoup moins adaptés au combat dans les rues étroites de la capitale. Au cours de la journée, plusieurs bastions de combattants se formèrent et beaucoup de membres de l'armée régulière hongroise qui combattaient aux côtés des Russes désertèrent pour rejoindre les insurgés. Ce fut notamment le cas de Paul Maleter, un brillant officier hongrois qui déserta avec 5 chars. Le même jour à 14h, le nouveau Premier ministre Irmé Nagy prononça un discours appelant à déposer les armes. Ce discours indigna beaucoup de gens même dans le proche entourage du ministre, et les combats se poursuivirent tout de même pendant la nuit. Mais malgré la puissance de feu supérieure de l'armée rouge, celle-ci n'en fut que peu l'usage car le but était de vaincre la rébellion, pas de détruire la ville. Un peu plus tard dans la matinée, Ernő Gerő, jugé incompétent par le Kremlin, fut démis de ses fonctions et remplacé par János Kadar, qui devint le nouveau chef du parti communiste. Au même moment, plusieurs milliers de manifestants protestaient sur la place du Parlement, mais les officiers de l'AVH, rapidement suivis par les tanks russes, ouvrirent le feu sur la foule. Cette tragédie, une des pires de la révolte, fit 75 morts et près de 300 blessés. Suite à cela, les combats redoublèrent d'intensité et les soviétiques essuièrent de lourdes pertes, notamment dues à des snipers isolés et à des attaques incessantes au cocktail Molotov. Le 26 octobre, les combats continuèrent à Budapest, vous pouvez notamment voir des combattants d'à peine 14 ans se battre contre des chars soviétiques. La révolte commença à se propager dans toute la Hongrie, comme notamment à Győr. Le reste de la Hongrie connut aussi son lot d'horreur, comme par exemple dans la petite ville de Monszom-à-Garovar, où des hommes de l'AVH tirèrent sans sommation dans une foule de manifestants en faisant 52 morts. Le lendemain matin, les chars russes regagnèrent leur position de repli, laissant derrière eux des rues dévastées. Cependant, les combats reprirent en début d'après-midi lorsqu'une colonne de chars s'attaqua au bastion du passage Corvin et de la caserne Kilian. Encore une fois, après de violents combats, les Russes essuièrent une défaite. Plus tard dans la soirée, le nouveau gouvernement magyar réussit à signer un cessez-le-feu qui sera appliqué le lendemain avec les porte-paroles de l'URSS. Le 28 octobre, le cessez-le-feu est officiellement annoncé et la plupart des combats cessent. Le lendemain, les Russes commencèrent à quitter la capitale pour se replier sur des garnisons à l'extérieur de la ville. Le bilan provisoire est très lourd, plus de 1000 Hongrois et 500 soldats soviétiques ont perdu la vie. Cependant, les Hongrois pensaient avoir gagné et l'ambiance de la ville se détendit quelque peu. Mais la tâche du nouveau gouvernement était loin d'être simple. En effet, pour empêcher toute nouvelle intervention russe, le gouvernement magyar devait s'assurer du contrôle de la ville. Mais contrairement à beaucoup d'autres révolutions, celle de Budapest n'avait pas vraiment de leader et quasiment tous les groupes rebelles avaient des opinions politiques très divergentes et ne pouvaient pas s'entendre. Irmé Nagy monta tout de même une garde nationale, mais son efficacité fut toutefois très limitée. Le 30 octobre, les troupes russes avaient presque toutes quitté Budapest.
Vers 9h30, le bâtiment du Parti communiste hongrois fut pris d'assaut par les rebelles. Plusieurs chars insurgés tirèrent sur le bâtiment, tuant le chef du Parti communiste de Budapest, Irmé Mező, qui était un grand ami de János Kadar. Après plusieurs heures de siège, les membres du parti et les officiers de l'AVH se rendirent, furent violemment sortis du bâtiment, puis abattus ou lynchés. Au final, plus de 23 officiers communistes moururent de cette justice expéditive et on estime à près de 100 le nombre total de lynchages d'officiers de l'AVH au cours de cette révolte. Durant les jours qui suivirent, Irmé établit un gouvernement qui comportait pour la première fois depuis près de 10 ans des membres non communistes. Il libéra également de nombreux prisonniers politiques. Pendant ce temps-là, à Moscou, les grandes pontes du parti discutaient encore sur la meilleure façon de régler cette crise. Même si Khrouchtchev semblait préférer une solution diplomatique, Moscou décida finalement le 31 octobre qu'ils allaient envoyer les troupes dans la capitale pour mater la révolution pour plusieurs raisons. Ils voulaient notamment garder leur influence sur les autres pays de l'Est, mais ne voulaient également pas que la Hongrie quitte le pacte de Varsovie pour rejoindre l'OTAN. À partir du 1er novembre, le gouvernement hongrois avait connaissance des mouvements importants de troupes russes en Hongrie, mais Irmé préféra croire Yuri Andropov, l'ambassadeur soviétique en Hongrie, qui lui disait que tout ceci était normal. Cependant, le 2 novembre, János Kadar trahit le gouvernement de Nodje, notamment à cause de la mort de son ami Mező. Il rejoignit l'URSS et accepta de devenir le dirigeant hongrois après l'intervention russe. Le lendemain, l'URSS s'engagea des pourparlers à Budapest pour discuter des clauses du retrait des troupes russes du pays. C'était évidemment un leurre destiné à berner le gouvernement hongrois, et personne n'était vraiment dupe. Toutefois, les pourparlers se passèrent plutôt bien, et les Russes proposèrent au ministre hongrois de les poursuivre sur la base militaire de Tököl, à l'extérieur de Budapest. Même si le gouvernement Magyar était un peu méfiant, il accepta, il n'avait de toute façon plus rien à perdre. Mais c'était effectivement un piège et les généraux et les ministres hongrois qui s'étaient déplacés comme Paul Maleter furent arrêtés. Le gouvernement révolutionnaire fut donc privé de la plupart des généraux qui auraient pu organiser une défense efficace avant même le début des combats. Le 4 novembre, l'URSS lança l'opération Cyclone, qui comptait plus de 150 000 hommes aidés par un vaste soutien aérien et par plus de 2500 chars parmi les plus modernes de l'armée, comme par exemple le T-55. L'opération prévoyait de mater la révolution en 3 jours. À 4 heures du matin, l'artillerie russe se déchaîna sur la ville et les chars entrèrent quelques minutes plus tard. Ils coupèrent la ville en deux en longeant le fleuve et en capturant les ponts. Après avoir prononcé son dernier discours pour expliquer la situation aux habitants, Irmé ordonna à l'armée et à la garde nationale de ne pas ouvrir le feu. Il savait que la bataille était perdue et voulait pas que trop de gens perdent la vie inutilement. Les seuls qui opposèrent une résistance farouche à l'envahisseur furent les groupes rebelles. Cependant, leur tactique était beaucoup moins efficace qu'avant. En effet, les cocktails Molotov étaient pratiquement inefficaces face au lourd blindage du T-55. De plus, les Russes n'hésitaient plus à détruire des immeubles ou à utiliser des frappes aériennes pour déloger les troupes rebelles. Ce n'était plus une opération de police mais bien une invasion. La plupart des foyers de résistance tombèrent dans la matinée, et tous les ministres sauf un quittèrent le Parlement. Certains fuiront à l'ouest, mais la plupart dont Nodje se réfugieront à l'ambassade de Yougoslavie. Dans le même temps, János Kadar se déclara comme étant le nouveau chef du gouvernement ouvrier hongrois révolutionnaire de Hongrie. Derniers bastions rebelles tombèrent le 10 novembre. Au total, cette révolte a tué plus de 2500 Hongrois et près de 750 Russes. Après cela, plus de 200 000 Hongrois fuiront vers l'est et le pays connaîtra une période de répression très sanglante. Irmé Nodje et ses proches passèrent 18 jours en l'ambassade de Yougoslavie et décidèrent de sortir après avoir eu la confirmation des Russes et de Kadar qu'ils seront amnistiés. Malgré ces promesses, ils seront arrêtés dès leur sortie et seront jugés en 1958 après 2 ans passés en captivité en Roumanie. Irmé Nodje et Paul Malter furent condamnés à mort, tandis que Sándor Kopácsi occupa d'une peine de prison à perpétuité. Irmé Nodje fut pendu le 16 juin 1958 à la prison centrale de Budapest. Au total, 350 personnes furent exécutées et plus de 22 000 furent emprisonnés suite à la révolution. Sur le plan international, même si les réfugiés hongrois ont été très bien accueillis à l'ouest, il y a eu relativement peu de réactions. Il y a bien eu une résolution de l'ONU condamnant l'intervention russe votée à 50 voix contre 8, cependant elle n'a eu aucun effet. De toute façon, tout le monde était bien plus occupé par la crise de Suède qui s'est déroulée au même moment. János Kadar resta le dirigeant dans la Hongrie jusqu'à la chute du régime en 1988 et est plutôt apprécié par les Hongrois grâce à sa politique réformatrice. Aujourd'hui, Irmé Nodje est devenu un héros national hongrois et le 23 octobre est devenu le jour de la fête nationale hongroise. De nos jours, il reste très peu de traces du communisme à Budapest, mais il y a énormément de monuments commémorant ce soulèvement et on peut encore voir les impacts de balles sur les bâtiments de la place du Parlement.